Donc on va passer à la troisième intervention du jour, avec Luc Naon qui va parler d'un peu son expérience, notamment sur son alimentation alliée également à la pratique sportive. Donc Luc, je vais te laisser prendre la main sur le PowerPoint et activer ton micro. Merci, bonsoir à tous. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites, qui vont peut-être se recouper avec mes observations. En fait, bon, moi je suis pas nutritionniste ni médecin, mais bon, je vais quand même tâcher modestement de vous faire part d'observations terrain, en fait, en tant qu'entraîneur, plutôt spécialisé dans les sports d'endurance, triathlon, trail, sport enchaîné, raid, etc. Donc, ce que je vais évoquer avec vous, je ne peux pas le prouver scientifiquement. Néanmoins, je vais tenter d'apporter un éclairage sur ce qui me paraît essentiel, en tout cas des bases. Alors, la première observation, en fait, elle a été évoquée en introduction. Du coup, je cherche le... Voilà. Je ne sais pas si ça marche là. J'ai pas la main. Ah, si, là, il faut que tu prennes le contrôle. Là, normalement, c'est bon. Tu peux passer le slide suivant. Voilà. Donc, la première observation, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle que je connaisse. Ce qui a été dit est vrai. Enfin, en tout cas, je l'ai observé. C'est-à-dire que ce qui fonctionne, effectivement, c'est bien de le redire, je pense. Pour les uns, ne fonctionne pas forcément pour les autres. S'il y avait une potion magique, que ce soit sur un repas, une collation, une boisson énergétique miracle, ou une méthode de nutrition miracle, que ce soit avant, pendant ou après une course ou une activité sportive, en tout cas pas à ma connaissance. Donc ça serait simple, hein, et puis on n'aurait plus rien à se dire. Donc bon, une fois qu'on a dit ça, je vais quand même heureusement essayer, avec le peu de temps qu'on a, de vous faire part des constantes, en tout cas que moi j'ai pu observer sur le terrain, en lien avec le sujet, et qui peuvent quand même servir de base, je pense. Alors l'observation qui suit, c'est la suivante. C'est que j'ai constaté une chose également. Alors je ne peux pas l'expliquer non plus scientifiquement, mais je peux donner des exemples. En général, c'est plutôt pendant l'effort et c'est plutôt sur des efforts longs. J'ai remarqué que ce qu'on assimile mieux, c'est ce qu'on aime manger. Alors, ça veut pas dire qu'il faut manger que des bonbons ou des carottes, mais je prends l'exemple d'un ultra triathlon, défi mondial de l'endurance il y a quelques années. Donc, c'est quand même plus de 30 heures de course, 10 km de natation, 540 km de vélo et 3 marathons. Et puis, j'étais assistant d'un équipier et en fait, c'est un triathlon, on a le droit à l'assistance. Et il y a eu une envie subite de ce pratiquant de manger des pains au chocolat. Et il était vraiment pas très bien, hein. Donc, il a mangé 9 pains au chocolat et puis il est reparti comme une fusée. Donc, peut-être qu'il y a l'effet placebo, certes, mais j'ai constaté ça plusieurs fois, surtout sur des efforts longs. Donc, on pourra peut-être revenir sur ce sujet-là, mais je trouvais ça intéressant comme observation. Alors, je pense que la nature est peut-être bien faite. Elle nous guide aussi, ça a été dit tout à l'heure, sur il faut savoir écouter aussi ce qu'on aime. En tout cas, ce qu'on apprécie, apparemment, s'assimile en général mieux, ou en tout cas produit une efficacité remarquable sur le plan des disponibilités en termes d'énergie et la tolérance à l'effort. Donc, je pense que c'est intéressant de tester déjà ce qu'on aime quand on pratique. Je parle là pour ceux qui font de la compétition, bien sûr. Tester pendant l'entraînement, c'est une des règles aussi, avant toute échéance importante. Voilà. Ensuite, je vais vous parler aussi de l'énergie, parce que il y a plein de choses qui ont été dites, mais c'est vrai que je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, parce qu'il y a quand même en termes de nutriments, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sportifs qui utilisent des produits que l'on trouve dans des magasins de sport, et pour des raisons souvent pratiques, en fait, hein, liées à la pratique.
en termes d'embarcation, c'est-à-dire c'est difficile de faire un marathon avec une choucroute ou de se balader avec un plat préparé. Donc, il y a beaucoup de produits qui finissent en ose et qui sont bien sûr des glucides, des sucres. Et tout ce qui finit en ose, souvent, c'est des sucres qui s'assimilent assez rapidement. Donc ça, c'est sur le plan qualitatif. C'est-à-dire, vous avez tout ce qui est glucose, bien sûr, lactose, dextrose, saccharose, fructose, etc. Alors, par rapport à ces sucres-là, je pense que je ne vous apprendrai rien en vous disant que le glucose, c'est celui qui va arriver dans le sang assez rapidement, très rapidement. Donc, c'est vrai qu'on a tendance à dire, bah, c'est celui qu'il faut prendre quand on a un coup de mou. C'est ce qui venait d'être dit à l'instant. Il faut faire attention à ces sucres-là parce que, effectivement, j'ai constaté aussi une chose, surtout sur des sportifs qui sont très entraînés, qui ont une certaine expérience et qui ont pris des sucres très rapides en termes d'assimilation et qui finalement se sont retrouvés en hypoglycémie inversée. C'est-à-dire que bah, le taux de sucre est monté très vite, mais ils étaient sur une endurance de base qui était tellement basse que finalement, le pancréas a réagi comme s'il était quasiment au repos et il a envoyé de l'insuline. Et bah, la réponse de l'insuline étant un peu décalée, et ben, le sang s'est retrouvé démuni finalement de sucre en termes de disponibilité et finalement c'était plutôt défaillant dans l'activité. Donc ça, je vous parle aussi en connaissance de cause par rapport à ce que j'ai observé, puisque des sportifs que j'accompagnais sur des efforts de vélo, par exemple, sur des cols, arrivé en haut du col, on prend du glucose ou un sucre très rapide d'assimilation, et bah, finalement on se retrouve en hypoglycémie inversée en bas de la descente. Alors, il y a quand même le fructose qui, lui, alors je sais que c'est un sucre qui est un petit peu controversé dans son utilisation pour diverses raisons. Je n'ai pas le temps d'entrer dans le débat là, mais l'avantage quand même qu'il a, c'est qu'il va avoir une action un peu plus diffuse, une arrivée dans le sang un petit peu plus diffuse, donc il y a moins de risques de consommer ce genre de sucre. Voilà. Par rapport toujours à l'hypoglycémie réactive qui peut être induite par rapport au glucose. Donc, je parle de ces deux-là essentiellement parce que c'est ce que vous allez retrouver sur les étiquettes des produits. Si jamais vous achetez des produits dans des magasins, vous regardez les étiquettes, c'est marqué dessus en général. Vous pouvez aussi trouver le terme maltodextrine. Donc, je rappelle, le fructose, je parle sous couvert des nutritionnistes, hein, c'est issu des fruits. Donc, je pense qu'au niveau de son assimilation, ça passe par un circuit qui est un peu différent. C'est la raison pour laquelle il a quand même une action assez rapide, c'est pour ça que ça le rend intéressant, mais une arrivée progressive, enfin diffuse dans le sang, et ça, c'est moins risqué. La maltodextrine, c'est de l'amidon, en fait, c'est des chaînes d'hydrates de carbone donc, qui sont longues, donc qui sont plus longues à assimiler pour l'organisme. Résultat des courses, ça, c'est des sucres qu'on va privilégier plutôt sur des efforts de longue durée. Et ça va donner effectivement une glycémie un petit peu plus régulière. Voilà. Donc c'est intéressant, bien sûr, sur des efforts longs supérieurs à 2 heures ou 3 heures, à condition, bien sûr, d'en consommer dès le départ, c'est-à-dire si on en consomme à la fin de la course de 2 heures, ça sert quasiment à rien, sauf en anticipation de récupération. Mais voilà, donc ça, ce qui est intéressant, c'est que le mélange en fait de ces sucres me paraît plus efficace. C'est-à-dire que toutes les personnes qui mélangent davantage, surtout le fructose, maltodextrine et éventuellement du glucose, vont avoir moins de défaillances liées à l'énergie. Voilà ce que j'ai pu observer. Alors, il y a quand même, il y avait une question, je crois, sur le triathlon concernant quoi consommer comme type de produits énergétiques sur un triathlon. Ça dépend de la durée, bien évidemment, que par rapport à ce que je viens de dire, sur une course qui fait moins d'1 heure, enfin sur une course S, par exemple, même qui fait 1 heure, 1 heure 5, etc. Je veux dire, ça n'a pas tellement de sens puisque de toutes les manières, les stocks de glycogène, il sera toujours relativement présent dans le sang, dans le corps. Donc, par rapport à les chaînes musculaires sollicitées, je ne pense pas qu'il y a vraiment un intérêt de consommer pendant la course.
Par contre, au-delà, effectivement, il va y avoir quand même au-delà d'une heure, si l'effort est quand même relativement intense, hein, on est quand même 2 heures, déjà, ça devient intéressant, voire important, parce que si on est sur des efforts qui sont proches du seuil anaérobie, pour ceux qui connaissent un petit peu les filières énergétiques, il y a des moments où même on passe au-dessus, il va y avoir des accélérations, etc. C'est sûr que le stock de glycogène, quand même, il risque d'en prendre un coup, et c'est intéressant quand même de savoir transporter de l'énergie avec soi pour pouvoir en consommer. Voilà. Donc on reviendra sur ces aspects-là si nécessaire. Donc sur l'aspect quantitatif, il y a aussi des choses qui me paraissent intéressantes à évoquer, que j'ai constatées. C'est notamment l'histoire des 70 grammes de sucre assimilable pour un homme de 70 kg. Alors, le problème de cette règle-là, ça c'est une règle en fait que j'ai lue, hein, je ne l'ai pas inventée, mais sur le terrain, malheureusement, la plupart du temps, on est sur des conditions climatiques qui font que c'est pas possible pour l'organisme d'absorber 70 grammes de sucre, même si on fait 70 kg. Et ça, c'est souvent lié à la chaleur. Donc, c'est le problème en fait des températures très, très élevées. C'est souvent le cas d'ailleurs quand des personnes font des activités de plein air. Souvent, les premières grosses sorties, ça va être au mois d'avril où c'est le premier coup de chaleur. Et là, c'est important de baisser le dosage en fait. Donc, ça veut dire que il faut même des fois descendre jusqu'à 20 grammes de sucre par heure. Pour vous donner une idée, 20 grammes, c'est à peu près ce qu'il y a dans un tube de gel énergétique en moyenne. Donc, ça fait descendre quand même très bas. Parce que le risque, en fait, c'est que pour pouvoir assimiler le sucre, on a besoin d'eau. Et donc, par évaporation, quand il fait très chaud, il va y avoir un problème d'assimilation de ce sucre, parce qu'on n'aura pas assez d'eau. Et on va se déshydrater. Donc la grosse défaillance quand il fait très chaud, c'est la déshydratation. Et si on consomme trop de sucre, on lit les préconisations des fois de certains fabricants à la lettre, ben on se plante et c'est la défaillance. Voilà. Donc ça, c'est les plus grosses défaillances sportives quand il fait chaud. De toute façon, c'est la déshydratation. Rarement autre chose, c'est souvent ça. Donc il faut réduire le taux de sucre. Alors vous allez me dire, mais je risque de ne pas consommer suffisamment d'énergie par rapport à ce que j'ai dépensé. Vous avez raison. Sauf que il vaut mieux être un petit peu en dette d'énergie, à ce moment-là, on va baisser de régime, que être déshydraté. Parce que la déshydratation aura plus d'impact négatif sur la performance que un problème d'énergie. Surtout si on s'est entraîné, généralement, on va changer un peu de filière énergétique, on va redescendre un petit peu, mais on va pouvoir continuer sa course. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette particularité-là. Alors, quand il fait froid, c'est pas du tout le même problème. Quand il fait froid, je dirais qu'il y a moins de problèmes, en fin de compte, à condition d'être quand même, entraîné. Le froid, les problématiques sont un peu différentes par rapport à l'alimentation. La règle des 70 grammes, elle est plus facile à respecter, ça c'est sûr. Et les défaillances qu'on a sur des épreuves où il fait froid, souvent c'est la baisse de température corporelle en fait. Hein. Et donc les problèmes, ça va être plutôt sur l'énergie justement. Des fois, il n'y a pas assez d'énergie qui est consommée. Mais si on consomme de toute façon au-delà de 70 grammes de sucre par heure, si on fait 70 kg, il faut aussi se poser la question quand même de la capacité pour le corps de l'assimiler. Donc on est confronté de toutes les manières aussi à une difficulté et qui peut conduire à une défaillance. Mais il y a moins de soucis de déshydratation. Alors bien sûr, tout cela, ça me fait enchaîner sur l'histoire de l'hydratation en sport, qui est fondamentale, bien évidemment. Et là aussi, on a une capacité d'absorption qui est limitée. Les nutritionnistes me diront si je me trompe, mais je ne pense pas qu'on puisse assimiler plus d'un bidon de vélo par heure, c'est-à-dire à peu près 500 ml ou 600 ml, quelle que soit d'ailleurs la température, peut-être que c'est pas quand il fait chaud, mais le corps humain, la purge gastrique, de toutes les manières, à un moment donné, mécaniquement, c'est compliqué.
donc, cette règle-là, bon, si on tient compte de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport à l'énergie, bon, le mélange eau-sucre doit être réalisé de toute façon, hein, sur des efforts supérieurs à 1 heure, soit dans l'estomac, dans ce cas, on consomme de l'eau plate plus un produit sucré, bien dosé selon la température, soit directement dans le bidon, dans l'estomac, soit directement dans le bidon. Donc, dans ce cas-là, faut bien sûr bien gérer le dosage en fonction de la température qu'on risque de rencontrer. Et une fois qu'on a dosé sur un bidon, après, on ne peut plus changer. D'accord? C'est ça qui est important à prendre en compte. Donc, idéalement, on parle d'osmolarité. Je ne sais pas si vous avez entendu déjà parler de ce terme-là. Osmolarité, c'est en fait l'isotonicité, c'est-à-dire la même densité entre le plasma sanguin et le liquide absorbé, de manière à ce que les échanges se fassent de manière la plus efficace qui soit. Ensuite, ce que j'ai constaté d'important, c'est dans la façon de boire. La règle de boire toutes les 5 minutes une petite gorgée me paraît un peu obsolète aujourd'hui. C'est-à-dire que ce que j'ai constaté, c'est qu'il y a une meilleure purge gastrique lorsqu'il y a à peu près 200 millilitres toutes les 20 minutes qui est consommé. C'est-à-dire quand même plus qu'une petite gorgée. Voilà. Donc 200 millilitres par rapport à un bidon de vélo qui fait 600 millilitres, ça vous donne un ordre d'idée. Donc en fait, quand on a soif, il faut boire, et puis il ne faut pas non plus se forcer à boire, je pense pas. Bon, après, sur l'aspect de l'eau et de l'hydratation, il y a tout un débat aussi. En tout cas, à ce jour, voilà ce que moi j'ai pu observer. Voilà. Alors, il y a une autre source d'énergie. Tout à l'heure, je parlais des glucides, des sucres. Il y a une autre source d'énergie dont je n'ai pas parlé. C'est bien sûr les protéines. Alors, les protéines, là aussi, il y a eu des choses d'évoquer tout à l'heure. C'est aussi une source d'énergie, mais c'est aussi et surtout les briques de l'organisme, et donc essentielles pour les muscles. Alors, si l'activité est très sollicitante sur le plan musculaire, un programme de musculation intensif, une période d'entraînement particulièrement intensive dans l'année, des efforts très longs sur un groupe musculaire, un ultra-trail, etc. Je pense que j'ai observé plus de confort, en tout cas, pour ceux qui intégraient dans leur alimentation, qui veillaient en tout cas à ne pas être trop en dette de protéines. Alors, il y a différentes sources de protéines. Si je parle de la pratique sur le terrain, effectivement, il y a aujourd'hui des produits qui sont protéinés maintenant pour les efforts longs. Mais en tout cas, il ne faut pas négliger cet aspect-là, surtout en termes de récupération. Et la meilleure fenêtre, je dirais, météo pour consommer et se restaurer, c'est l'heure qui suit l'activité. Voilà. Alors, pour avancer un petit peu rapidement, puisqu'on reviendra aussi sur ces aspects-là si vous le souhaitez, les nutriments, les micronutriments dans tout ça, je dirais que de façon très synthétique, ça a été suggéré aussi tout à l'heure, je dirais que sans eux, aucun des métabolismes et enjeux dans tout ce qu'on vient d'évoquer est possible. C'est-à-dire que c'est comme si vous aviez oublié de mettre de l'huile dans un moteur de Formule 1, même avec du bon carburant, ça va coincer. Donc, vitamine C, vitamine E, B1, B2, B2, B3, B6, B12, etc. C'est ce qu'on trouve souvent en complément, mais dans l'alimentation aussi en général, veiller à ça. Après, on ne peut pas être nutritionniste et savoir tout ce qu'il y a dans les aliments qu'on consomme, mais c'est quand même des produits qu'on retrouve surtout sur, bien sûr, les fruits et légumes, les eaux minérales, etc. Alors, des fois, il y a des noms savants aussi, hein. L'acide ascorbique, par exemple, pour la vitamine C. Donc, c'est pas toujours facile de s'y retrouver. L'effet antioxydant de ces produits-là, donc c'est-à-dire protection des cellules, anti-crampes, etc., j'ai du mal à le voir sur le terrain, c'est pas facile. Donc ça, je peux pas trop le confirmer ou l'infirmer. Alors après, bon, pour enchaîner, se pose la question, bien sûr, j'en parlais tout à l'heure, de l'embarcation dans la pratique que vous faites, que ce soit un sport d'endurance, que ce soit des sports de combat, que ce soit des sports collectifs. Il y a quand même une problématique, c'est l'embarcation de la nourriture, hein. Et bien sûr que là, il faut faire preuve quand même de pragmatisme, de bon sens.
c'est clair que on peut pas. Il faut tenir compte des conditions en fait. Hein. Est-ce qu'il y a des ravitaillements? Est-ce qu'il y a une mi-temps? Si c'est un sport collectif. Mais c'est vrai qu'on c'est pour ça que je parle quand même des produits qu'on trouve dans les commerces de sport, parce que ça permet quand même d'embarquer des choses qui sont très concentrées, très pratiques. Mais comme ça a été dit, peut-être moins bio dans leur conception, ça c'est clair. Donc voilà, là je porte pas de jugement, mais c'est vrai que par exemple dans le triathlon, c'est quand même, il y a beaucoup de triathlons, on est obligé d'être autonome en termes de, de ravitaillement pendant des périodes assez longues, hein, entre deux ravitaillements des fois. Donc on est quand même un petit peu obligé de se débrouiller. Voilà. Cela étant, c'est pas toujours le goût de chacun. Certains préfèrent consommer plus naturel, entre guillemets. Ça se respecte, hein, et même si aujourd'hui les produits vendus sont très contrôlés et assez sûrs, je connais plusieurs ultra-trailers qui vont embarquer sans trop de difficultés des fruits secs, qui sont riches d'ailleurs en fructose, vitamines, minéraux, hein, les oligo-éléments, des acides gras riches comme les oméga 3, on en a parlé tout à l'heure, dont on a besoin. Parce qu'il faut bien le dire, parce que pendant une période, il y a une mode anti-gras, hein, dans le sport, et je crois qu'il faut enlever cette idée-là. On en a besoin pour la protection des cellules, la construction des cellules, notamment dans les sports d'endurance. C'est aussi une filière énergétique qui est très importante. Alors c'est sûr qu'il faut privilégier des acides gras qui ne sont pas saturés. On retrouve plutôt dans les huiles qui sont liquides à température ambiante, les poissons gras, etc., mais aussi dans les fruits secs, comme on le voit en image. Voilà. Donc, je connais des ultra-trailers qui embarquent ça avec eux, et puis qui embarquent aussi. Alors ça, je vais peut-être vous surprendre, mais quand ils ont des coups de barre, des fois, il y en a certains qui prennent des bonbons. Alors, c'est pas très bio, mais c'est plein de glucose, donc forcément, tout à l'heure, on parlait des coups de barre, prendre du glucose, c'est un peu dangereux. Et quand ils sont au fond du gouffre, peut-être qu'il y a un effet placebo, ça les réconforte, je ne sais pas, mais je pense que le glucose a quand même un effet positif quand on n'est pas très bien. Voilà. À utiliser avec précaution, une fois encore, mais ça peut marcher. Alors moi, je ne porte pas de jugement, bien sûr, là-dessus, hein, c'est juste des constatations. Voilà. Alors, bien sûr, en plus de ça, si je reviens sur les ultra-trailers, ils vont aussi embarquer un bout de sandwich quand même, je vous rassure, au poulet ou au jambon pour avoir quelque chose dans le ventre. Et la sensation de mastiquer, c'est important. Quelque chose de consistant et nourrissant aussi, parce qu'il y a aussi des protéines dans ce type de sandwich. On n'oublie pas les protéines sur un effort long et exigeant, c'est important. Donc, sans transition, parce que le temps presse, l'organisation de la nutrition en vue d'un gros entraînement d'une compétition sportive, pour moi, peut se décomposer en 5 phases. Je vais passer vite parce qu'il y a déjà des choses qui ont été dites. La première, pour moi, c'est quand même... alors, tout au long de l'année, je passe, parce que c'est vrai que je rejoins ce qui a été dit. Il faut, je pense, une alimentation équilibrée, saine. Je n'ai pas de préconisation particulière à faire là-dessus. Je pense que l'alimentation crétoise est une bonne référence, parce que l'alimentation méditerranéenne, ça rejoint ce que j'ai dit, hein, concernant les oméga 6, les oméga 3, les minéraux qu'on retrouve dans les fruits et légumes, etc. Mais pour être un peu plus précis sur l'activité sportive, je pense que la première phase importante, c'est la semaine qui précède. Je parle sous le contrôle des nutritionnistes, encore une fois, cette semaine-là, je pense qu'il faut qu'elle soit aussi saine et équilibrée, avec une attention quand même particulière sur un apport d'énergie quand même suffisant, hein, puisqu'il faut recharger les batteries en quelque sorte, en même temps que l'on va baisser en termes d'activité, en termes d'entraînement. On va baisser légèrement l'intensité des efforts et la durée des efforts. Plutôt des indices glycémiques bas en termes de sucre, c'est-à-dire des sucres diluants. Donc il y a des listes qui existent en fonction aussi des cuissons, bien sûr, des aliments, ça peut varier. Il y en a qui vont préférer acheter du maltodextrine, en magasin. C'est effectivement des sucres qui vont s'assimiler lentement pour être sûr d'avoir un stock de glycogène maximum le jour J.
Donc le but, c'est de faire le plein d'énergie en même temps qu'on réduit sensiblement l'entraînement, limiter quand même les viandes rouges au profit de viandes plutôt blanches par rapport à l'acidose musculaire, ça a été évoqué tout à l'heure, je crois. La deuxième phase, c'est le repas d'avant-course. Alors là-dessus, c'est sûr que le repas d'avant-course, il faut quand même qu'il soit relativement digeste, même si la règle des 3 heures, 4 heures, il faut quand même qu'elle soit respectée, parce que si c'est un repas normal, il faut quand même un temps de digestion. Il n'est pas question de digérer pendant un effort parce que de toute façon, tout le sang va plus savoir où aller et ça ne va pas aller. Je ne sais pas si vous avez dû tous tester ça. Aller courir juste après avoir mangé, c'est compliqué. Et puis si c'est pas possible de manger 3 heures ou 4 heures avant, donc un repas bien sûr digeste et énergétique quand même, il y a des solutions. Il y a des solutions. Alors, je vais me faire engueuler peut-être par un nutritionniste qui est pro-bio, mais il y a des gâteaux sport éventuellement qui peuvent résoudre le problème. J'en connais pas d'autres, hein, c'est pour ça que je cite ça. Je cite pas de marque, parce que j'ai pas cité de marque déontologiquement. Comme à l'accoutumée, donc un repas pas trop lourd à digérer. Il faut penser quand même aux protéines le matin parce qu'elles sont bénéfiques, elles sont précurseurs de la dopamine, si je ne me trompe pas. Donc, ça permet d'être quand même plus dynamique. C'est pour ça que les anglo-saxons mangent plus de protéines d'ailleurs le matin que nous, Français. Et peut-être une petite attention sur l'acidité si vous prenez un jus de fruits. Je crois que le jus d'orange est peut-être un peu plus acide que le jus de pomme, par exemple. Voilà. Alors après, il y a la troisième phase, juste avant un départ ou d'une activité importante ou d'une course. Je préconise 300 ml d'eau légèrement fructosée, éventuellement, pour pas perdre en hydratation et surtout, parce qu'on s'évapore quand même, mine de rien, même si on est au repos, surtout s'il fait chaud, rester à l'ombre. Et bien évidemment fructosé parce qu'il y a quand même le stress parfois qui est consommateur d'énergie. Voilà. La quatrième phase, c'est pendant l'effort, je dirais qu'on l'a vu, on va en reparler s'il y a des questions là-dessus. Et la cinquième phase, c'est après l'effort. Là, ouais, j'ai envie de vous dire, faites-vous plaisir, mais bon, peut-être que c'est pas bon non plus en récupération de prendre n'importe quoi. Pensez aux protéines, notamment s'il y a eu des destructions musculaires, je pense que sur des efforts longs, forcément. Et bien sûr, les micronutriments, toujours. Hein, des sucres indices glycémiques élevés ou faibles, là j'ai envie de dire, ça dépend de l'état de fatigue en fait. Hein. Et puis bien sûr, la réhydratation qui est essentielle, de l'eau gazeuse par exemple, naturelle. Et puis, j'insiste quand même sur l'importance du plaisir à un moment donné. Parce que si on a fait attention toute l'année, avant, pendant, etc., bon, il faut quand même savoir se faire plaisir de temps en temps. Voilà, donc c'est pas toujours facile, je pense, de pouvoir trouver la bonne formule, mais j'espère que ces quelques éclairages vous permettront d'être plus à l'aise dans vos activités et je suis à votre écoute pour les questions. Parfait, merci Luc pour cette intervention et un peu le retour sur ton expérience en tant que pratiquant, mais également dans le suivi.